Éblouissant 71, la Guyane française baignait dans une chaleur lourde et malsaine, un pays de marécages, de fièvre et de secrets. Officiellement, l'esclavage était aboli depuis plus de 20 ans. Mais dans les ruelles boueuses de Cayenne, le commerce des corps n'avait jamais cessé. Il avait simplement changé de nom. Les planteurs appelaient cela le service volontaire. Les missionnaires parlaient de rédemption du travail. Mais dans les cafés de la ville, on disait une autre vérité. Rien n'a changé. Seulement maintenant, on vend les âmes en silence. C'est dans ce décor que réapparut un homme dont la réputation précédait les tempêtes, le colonel Augustin de Rochefort. Ancien officier de la marine impériale, héros oublié des guerres d'Afrique, il s'était établi en Guyane après la chute du Second Empire. Riche, brutal, il possédait tout ce que la misère pouvait lui offrir. Des terres, des esclaves libérés sous contrat, et surtout, une femme, Hélène. Elle avait 27 ans, la peau claire, les yeux d'un vert presque jaune, et une manière de se taire qui faisait trembler les hommes. Les colons disaient qu'elle était trop belle pour ce climat, et les prêtres qu'elle avait l'âme trouble d'une pécheresse. Mais derrière cette beauté, il y avait une vérité que personne n'osait nommer. Hélène était née sur ces terres, fille d'un planteur français et d'une affranchie créole. Pour le colonel, elle n'était pas une épouse, elle était un trophée. Le dimanche 12 novembre, Cayenne s'éveilla sous un ciel gris. Une rumeur courait déjà sur la place du marché. Le colonel Rochefort préparait une vente exceptionnelle. Une enchère privée, disèrent les soldats. Mais ceux qui connaissaient ses vices savaient que le mot « privé » ne voulait rien dire. Rochefort aimait le spectacle. Il aimait que le monde voie jusqu'où il pouvait descendre sans tomber. On installa des tentes, on dressa des tables, et des colons venus de toute la côte affluèrent, habillés comme pour une messe. Le commissaire, un vieil homme au regard vide, disait simplement « Ce n'est qu'une formalité, messieurs, un transfert de propriété, une question de contrat. » Mais quand les chariots arrivèrent, le silence tomba. 9 personnes en descendirent, enchaînées 2 à 2, 8 esclaves libérés par contrat, et une femme vêtue de blanc, Hélène. Personne ne parla, même les mouches cessèrent de bourdonner. Le colonel apparut enfin, éventail à la main, son uniforme encore impeccable malgré la chaleur. Il souriait. « Messieurs, dit-il, aujourd'hui, je vends ce que j'ai de plus cher. » Un murmure parcourut la foule. « Vous plaisantez, colonel. »« Non. »« Votre femme ?»« Oui. »« Et ces gens ? » ?»« Ils sont à elle. Elle a partagé ma vie, qu'il partage son sort. » Hélène ne pleura pas. Elle se tenait droite, le regard perdu vers la mer. Un officier s'approcha d'elle. « Madame, vous êtes libre de parler. » Elle répondit simplement. « Depuis quand une marchandise parle-t-elle » Le colonel rit. « Voyez, messieurs, même dans la honte, elle garde sa fierté. » Les enchères commencèrent, les chiffres s'élevèrent, les rires suivirent, et sous la tente, la chaleur devint insupportable. Chaque geste, chaque parole était un blasphème déguisé en jeu. Mais ce que personne ne vit, c'est qu'à chaque coup de marteau, Hélène fermait les yeux et murmurait un nom. Un seul, toujours le même, Jonas. Jonas était le plus jeune des 8 esclaves qu'elle accompagnait. Né dans la plantation des Rochefort, il avait grandi sous les coups, mais il n'avait jamais plié. C'était lui qui, chaque soir, posait sur les blessures d'Hélène un linge trempé de rhum, en silence. C'était lui qui lui avait appris à respirer dans la peur. Et c'était pour lui, pour ce garçon à la peau d'ébène et au regard calme, qu'elle acceptait l'enfer de cette journée. Quand le commissaire leva le marteau pour la dernière fois, un bruit étrange couvrit les voix, un grondement sourd venu du ciel. La pluie tomba soudain, violente, chaude, presque rouge sous la lumière. Les papiers s'envolèrent. Le marteau glissa des mains du commissaire. Hélène leva les yeux, et dans la lumière du tonnerre, elle crut voir un visage, celui de Jonas, libre,
Si tu ressens, toi aussi, le frisson de cette pluie où tout commence à changer, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car ce que tu vas entendre n'est pas une rumeur. C'est la vengeance d'une femme qu'on a voulu vendre 2 fois. Le lendemain, le marché de Cayenne était vide, mais dans la boue, on retrouva une empreinte de pas fine, nue, tournée vers la mer, et à côté, une chaîne brisée. La pluie avait tout effacé. Les papiers de la vente, les cris, les signatures, tout. Mais la mémoire, elle, restait. Et c'est dans cette mémoire que Hélène, trempée, les poignets liés, monta dans la barque du vainqueur de l'enchère, un homme vêtu de noir, silencieux, sans insigne, sans nom. On disait qu'il n'était ni colon ni militaire, mais acheteur d'âmes. Le colonel Rochefort, lui, regardait la barque s'éloigner. Son cigare à la main, il souffla « Qu'elle parte. Même la mer finira par la soumettre. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que la mer avait toujours préféré les révoltés. La barque fendait l'eau sombre du fleuve Mahuri. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, saturé d'un parfum de fer et de sel. Autour d'Hélène, les 8 esclaves libérés se taisaient. Leurs chaînes, plus symboliques que réelles, pesaient tout de même comme des promesses non tenues. Jonas, assis près d'elle, gardait les yeux sur l'horizon. Chaque vague semblait une respiration du monde. L'homme en noir, à la proue, dit soudain « Vous allez là où le colonel ne vous trouvera pas. »« Et où est-ce » demanda Hélène d'une voix lasse. « L'île des Brûlés. » Un murmure parcourut le groupe. Même Jonas pâlit. L'île des Brûlés. Un ancien lieu de punition, une terre de cendres où l'on envoyait ceux que la colonie voulait faire disparaître sans procès. Personne n'en revenait. Certains disaient qu'on y entendait encore les cris des suppliciés, portés par le vent du large. La nuit tomba vite. La barque approchait d'une côte noire, une langue de roches acérées entourée de mangroves. L'homme en noir sauta sur la plage, leur fit signe d'avancer. Ils obéirent. Hélène sentit la boue coller à ses chevilles, l'eau tiède s'insinuer dans ses chaussures de soie. À ce moment-là, elle cessa d'être une épouse, elle devint une survivante. Au centre de l'île se dressaient des ruines, les vestiges d'une ancienne forteresse coloniale. Des murs mangés par le sel, des croix brisées et au milieu une table de pierre. L'homme en noir posa une lanterne. Sa lumière révéla une inscription à demi effacée. Ici furent jugées les âmes sans maître. Il regarda Hélène. Cette île a connu le feu, mais elle n'a jamais eu de maître, et si vous voulez vivre, il faudra qu'elle vous accepte. Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. Celui qui rachète les péchés. Les miens ? Ceux des autres. Les tiens ne sont que la conséquence. Mais cette nuit-là, ils restèrent dans les ruines. Les esclaves s'allongèrent sur la pierre, épuisés. Jonas resta éveillé. Le vent portait une odeur étrange, mélange de fleurs et de cendres. Hélène, elle, observait la mer, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle, non pas de peur, mais de décision. Elle murmura « On m'a vendu comme une faute. Je deviendrai leur punition. » Au matin, le soleil se leva rouge sur l'océan. L'homme en noir n'était plus là. Mais à l'endroit où il se tenait, ils trouvèrent un objet, un marteau de commissaire, le même que celui de l'enchère, gravé dessus en lettres fines. Le prix du péché ne se paie qu'une fois. Les jours suivants, ils découvrirent que l'île était fertile malgré sa laideur. Des manguiers sauvages, des sources d'eau douce et sous les cendres, des traces de cabanes anciennes. Jonas proposa d'y rester. Hélène accepta. « Nous avons déjà tout perdu, dit-elle. Alors, qu'allons-nous bâtir, demanda-t-il. La honte des autres. Les semaines passèrent, l'île se transforma, les chênes furent fondus pour devenir des outils, les pierres du fort servirent à construire des abris, et la nuit, Hélène rassemblait les 8 autour du feu. Ils parlaient peu, mais chacun d'eux portait dans le regard la même flamme, celle de ceux qui savent qu'ils ne sont plus des victimes. Une nuit, Jonas la trouva au bord de la mer. « Tu dors pas ?»« Non, j'écoute. »« Quoi ?» Le reflux. Il dit nos noms. Il s'assit à côté d'elle. Leurs épaules se touchèrent. Et dans ce contact fragile, il sentit que tout ce que Cayenne avait détruit renaissait ici.
à l'endroit même où on les avait condamnés à disparaître. Mais à l'horizon, un navire approchait, petit, silencieux, ses voiles grises contre le ciel du soir. Jonas fronça les yeux. Ce n'est pas un bateau de pêcheurs. Hélène hocha la tête. Non, c'est la revanche du colonel. Unti, tu sens, toi aussi, que la mer n'oublie jamais ceux qu'elle a sauvés. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car l'île des Brûlés va bientôt redevenir un enfer, mais cette fois, les flammes choisiront leur coupable. Le 3e jour après la pluie, la mer revint, plus calme, plus claire, mais avec une lourdeur étrange, comme si elle portait sous son ventre un secret encore vivant. Jonas avait raison. À l'horizon, le navire approchait lentement. Pas un navire marchand, pas un navire militaire, un bâtiment privé, sombre comme un cercueil, qui ne battait aucun pavillon. Hélène le vit la première au lever du soleil. La lumière accrochait les voiles déchirées, et sur la coque, on distinguait un nom gravé dans le bois, l'Avarice. Elle comprit immédiatement, le colonel de Rochefort venait réclamer son dû. La nouvelle se répandit dans l'île comme une onde de fièvre. Les 8 esclaves libérés cessèrent tout travail. Jonas, debout sur la grève, serrait une lance improvisée. « Il reviendra avec des hommes ?»« Oui, dit Hélène. Et s'il nous trouve, alors il apprendra ce qu'il a vraiment vendu. » Le soir, quand la lune se leva sur l'océan, le navire était déjà ancré au large. Les torches brillaient sur le pont et l'on distinguait des silhouettes, des marins, des soldats, et au centre, un homme assis dans un fauteuil d'officier, fumant un cigare. Le colonel Augustin de Rochefort. Il leva son verre en direction de l'île. « À nos retrouvailles, ma chère !» Sa voix traversa la mer comme un rire d'acier. Sur la plage, Hélène resta immobile, le vent soulevant les pans de sa robe tachée de sel. Les autres la regardaient, attendant un ordre, une fuite, une prière, mais elle ne bougea pas. « Ils croient venir pour une chasse, » dit-elle doucement, « et c'est nous qui les enterrerons. » Cette nuit-là, elle rassembla le groupe autour du feu. Les visages brillaient, mêlés de peur et de rage. Jonas prit la parole. « On est 9, eux, sûrement 20 ou 30. »« Peu importe le nombre, » répondit Hélène. « On a quoi? Des pierres? Des couteaux? »« Non, dit-elle, nous avons ce qu'ils n'auront jamais. » Elle se pencha vers le feu, plongea sa main dans la flamme, et quand elle la retira, aucune brûlure. Ses doigts luisaient, comme recouverts d'un film d'argent. Les autres reculèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Nouma, le plus vieux. « Le feu de ceux qu'ils ont tués ici, dit-elle. Cette île n'est pas morte, elle nous attendait. » Vers minuit, le vent changea. Le ciel devint noir, la mer se mit à frémir. Une odeur de cendre et de sang monta des rochers. Le colonel fit préparer les chaloupes. « Qu'ils sachent, dit-il, que rien ne m'échappe, pas même la honte. » Les premières barques touchèrent la plage. Les soldats, torches à la main, avançaient dans la mangrove, cherchant des traces. Mais la forêt semblait respirer. Les arbres gouttaient de sueur. Les flammes vacillaient, et dans le silence, des murmures montaient du sol. Des voix de femmes douces, mais pleines de haine. Un des soldats hurla. Sous ses pieds, la terre s'était ouverte, engloutissant sa torche et sa jambe. Les autres reculèrent, effrayés. « Ce n'est que la boue !» cria le colonel. « Avancez !» Mais la boue bougeait, elle semblait vivante. Des mains s'y formaient, faites de cendre et de sel. Sur la colline, Hélène regardait la scène. Le vent gonflait ses cheveux, et dans ses yeux brillait une lumière froide. « Tu vois, Jonas, dit-elle, c'est l'île qui choisit sa justice. » Il s'approcha d'elle. « Et si elle nous prend aussi, alors nous serons enfin libres. » Au même moment, en bas, le colonel entendit un chant, d'abord lointain puis de plus en plus clair, une mélodie sans paroles, faite de souffles et de soupirs. Les soldats s'arrêtèrent, tétanisés. Le colonel sentit une goutte tomber sur son épaule. Il leva les yeux. Il pleuvait des cendres. Il voulut crier, mais sa voix se perdit dans la brume, et du cœur de la mangrove sortit une silhouette, une femme, pieds nus, robe blanche, peau sale, mais regard brûlant. Hélène.
Tu es venu chercher ton pardon, dit-elle. Je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient, pas même ta peur. La terre trembla. Un feu monta du sol, bleu et blanc à la fois. Les arbres s'embrasèrent sans brûler. Les soldats hurlèrent, leurs torches s'éteignirent, et le colonel tomba à genoux. « Que veux-tu » supplia-t-il. « Que tu ressentes ce que tu as fait. » Elle leva la main. Une pluie d'étincelles tomba sur lui. Sa peau se couvrit de marques rouges, les mêmes qu'elle avait portées autrefois. Puis il s'effondra, le visage dans la boue argentée. Au matin, le navire l'Avarice avait disparu. Sur la plage, les vagues déposaient des cendres argentées. Hélène et les siens regardèrent la mer. « C'est fini » demanda Jonas. « Non, répondit-elle, le péché n'a jamais de fin, il ne fait que changer de visage. Si tu ressens, toi aussi, la justice lente de la mer et du feu, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car sur l'île des brûlés, même les morts n'oublient pas qui les a vendus. » 3 jours passèrent, 3 jours de silence et de pluie, où même les oiseaux semblaient avoir quitté l'île. Le feu dans la mangrove s'était éteint, mais son odeur restait suspendue, mêlée à celle du sel et de la chair humide. Les survivants ne parlaient plus. Ils travaillaient sans se regarder, comme si les mots pouvaient ramener le malheur. Hélène, elle, restait près du rivage. Ses cheveux collés par la brume, les yeux ouverts sur l'horizon. La mer, d'un gris de plomb, semblait respirer lentement, comme une bête endormie. Jonas vint la rejoindre. « Il ne reviendra pas, dit-il doucement. La mer ne garde jamais ce qu'elle est. Tu veux dire qu'elle le rendra ?» Hélène hocha la tête. « Oui, elle rend toujours ce qu'on croit avoir enterré. » Cette nuit-là, la marée monta sans vent. Les vagues frappaient à grève avec un rythme régulier, presque humain. Jonas, réveillé par le bruit, sortit de leur abri. Sous la lueur blafarde de la lune, il vit quelque chose flotter, une forme, un corps. Il courut, les pieds s'enfonçant dans la boue, et tira la forme vers la terre ferme. C'était lui, le colonel de Rochefort, mais son visage n'était plus le même. Sa peau avait pris la couleur du cuivre oxydé, ses yeux, ouverts, luisaient d'un éclat sans vie. Et sur son torse, gravé à même la chair, une phrase « Le prix du péché ne se paie qu'une fois ». Jonas recula, effrayé. Hélène s'approcha sans un mot. Elle s'agenouilla, posa la main sur le front du mort et sentit sous sa paume un battement. Faible, lent, mais réel. « Il respire », murmura-t-elle. « Impossible. » Non, l'île ne l'a pas tué. Elle l'a repris. Au matin, ils l'installèrent dans l'ancienne forteresse. Son corps exhalait une odeur de sel et de métal. Il dormait, les yeux clos, comme s'il rêvait. Mais parfois, ses lèvres bougeaient. Des mots inaudibles, comme des prières inversées. Della, la plus âgée du groupe, fit le signe de croix. Ce n'est plus un homme, c'est un témoin. D'un crime, demanda Jonas. D'un jugement. Le 2e jour, il ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu livide, translucide comme ceux des poissons des profondeurs. Il tenta de se lever, mais Hélène le repoussa doucement. « Tu es vivant par erreur. »« Ou par devoir, » répondit-il d'une voix rauque. « La mer m'a montré. »« Tout. » Elle recula. « Qu'a-t-elle montré ? » ?»« Ce que j'ai vendu, et ce que tu as acheté avec ton silence. » Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, Hélène sentit quelque chose d'autre que de la haine, une peur ancienne. La nuit, le colonel se leva sans bruit. Il sortit de la forteresse, pieds nus, et marcha vers la mer. Jonas le suivit discrètement, mais ce qu'il vit lui glaça le sang. Le colonel parlait seul, les bras ouverts vers les vagues, et sous la surface, des lueurs bleues répondaient à sa voix. Elles tournaient autour de lui comme des méduses, des silhouettes de femmes, des visages, certains familiers. « Elle m'appelle, » dit-il sans se retourner. « Qui ça ? » ?»« Celles que j'ai brûlées ici. Elles veulent que je termine ce qu'elles ont commencé. » Jonas recula, terrifié. « Tu es fou. »« Non, » répondit-il en souriant. « Je suis enfin pardonné. »
Au matin, la mer était calme, mais sur la plage, on retrouva des symboles tracés dans le sable, semblables à ceux qu'Hélène avait vus sur la table de pierre, des cercles, des croissants, et au centre, un nom, Hélène. Elle comprit alors. La mer ne lui avait pas rendu un homme, elle lui avait rendu un messager. Cette nuit-là, Jonas vint la trouver. On doit partir. Partir où? Loin d'ici. L'île nous a choisis, Jonas. On ne la quitte pas. Elle ne t'a pas choisi. Elle t'a lié. Peut-être, répondit-elle calmement, mais si je fuis, c'est elle qui me suivra. Elle leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient ouverts et la lune pleine se reflétait sur l'eau comme une blessure. « Tu ne comprends pas, dit-elle. Il croit être revenu pour se venger. Mais c'est moi que la mer veut. Donc si tu ressens toi aussi que certaines fautes reviennent avec la marée, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car sur l'île des brûlés, la mort n'efface rien. Elle répète. Le lendemain, le corps du colonel avait disparu à nouveau. Mais, au large, on vit flotter une barque vide, sur son bois gravé au couteau un dernier mot, « recommencer ». Et cette fois, même la mer sembla se taire. La mer garda le silence pendant 6 jours. Pas de vent, pas de vagues. Juste cette immobilité suffocante où chaque respiration semblait un blasphème. Les survivants évitaient de parler du colonel. Mais tous sentaient qu'il n'était pas vraiment parti. Dans les nuits trop calmes, le feu de camp crépitait tout seul. Et parfois, au loin, on entendait un bruit de pas dans la mangrove, comme un homme marchant dans la boue. Toujours dans le même sens, vers la mer. Le 7e jour, à l'aube, Jonas se leva le premier. Il marcha jusqu'au rivage et vit quelque chose d'inexplicable. Sur le sable, des chaises, 9 chaises, parfaitement alignées, taillées dans le bois du fort. Et face à elles, une table. Sur la table, une lanterne, un marteau et des papiers jaunis, comme ceux d'une vente. La mer était redevenue miroir, pas un souffle, et soudain dans cette immobilité absolue, un bruit, un pas, lent, mesuré, puis un autre. Hélène sortit de la cabane, le souffle court. Jonas ne se retourna pas. Il fixait la silhouette qui s'avançait depuis la mangrove, le colonel de Rochefort, mais ce n'était plus un homme. Son uniforme était couvert d'algues. Sa peau pâle semblait faite de cire humide. Ses yeux luisaient comme 2 perles sans âme. Il portait son cigare entre les dents, mais aucune fumée n'en sortait. Il s'approcha de la table, déposa la lanterne et dit d'une voix rauque « L'enchère reprend ». Les autres sortirent de leurs abris, pétrifiés. 8 esclaves, Hélène, Jonas, 9 vivants pour 9 chaises. Le colonel leva le marteau. « Nous avons été interrompus », dit-il calmement. « Mais le marché doit se conclure. »« Tu es mort », souffla Hélène. « Oui, » répondit-il, « et c'est pour cela que je peux enfin être juste. » Il posa les papiers sur la table, des feuilles couvertes de noms, les leurs. Chaque nom suivi d'un prix, écrit avec du sang séché. Il frappa le bois de son marteau. Première âme, Jonas. Jonas recula. « Tu ne m'auras pas. Et ce n'est pas moi qui t'achète, » murmura le colonel. « C'est elle. » Il tourna la tête vers la mer, et là, dans le reflet de l'eau, on vit une ombre s'étendre. Une silhouette féminine, immense, sans visage, faite de lumière liquide. Les vagues commencèrent à remonter doucement, léchant le sable comme une langue impatiente. Hélène sentit ses genoux fléchir. « Non, dit-elle, c'est à moi qu'elle veut parler. Pas à eux. Laisse-les partir. »« Personne ne part, » répondit le colonel. « Pas avant que la dette soit payée. » Il leva le marteau et à chaque coup, une vague frappait la plage. Les flammes du feu s'éteignirent, le ciel s'assombrit. Les esclaves crièrent. Nadella tomba à genoux. « C'est une messe, » gémit-elle, « une messe des morts. » Le colonel continua implacable. « 2e âme, Nadella. 3e, Séphir. 4e, Malaïka. » À chaque nom, l'eau montait. Les vagues touchaient déjà les chaises, et dans la mer on distinguait des visages, des centaines de visages.
Les anciens esclaves noyés, revenus pour assister à la vente. Jonas s'élança, frappa le colonel à la poitrine, mais sa main traversa son corps, comme de la brume. Et quand il retira son bras, son poignet portait une marque rouge, en forme de cercle. Hélène s'avança alors. « Assez !» cria-t-elle. « Tu veux ta vengeance? Prends-moi, mais laisse-les !» Le colonel tourna vers elle son visage impassible. « C'est déjà fait. Tu es la dernière, la seule que la mer veut entière. » Le vent se leva, puissant, hurlant, soulevant le sable et les cendres. Les chaises se renversèrent, les papiers s'envolèrent. La lanterne éclata, répandant une flamme bleue. Et dans cette lumière, la mer s'ouvrit. Une immense main d'eau jaillit, saisit le colonel et l'emporta dans les vagues. Son cri se perdit dans le vent. Hélène resta seule, debout face à l'océan. Le silence retomba. Jonas la rejoignit, tremblant. « C'est fini ?» Elle ferma les yeux. Non, elle a pris ce qu'elle voulait, son nom. Et toi? Moi? Elle a laissé ce qu'elle méprise, la mémoire. Si tu sens, toi aussi, que certaines ventes ne s'achèvent jamais, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car sur cette île, les morts ont racheté les vivants et le prix du péché s'écrit toujours dans le sel. Au matin, la table, les chaises, les papiers, tout avait disparu. Mais sur le sable, un symbole géant, tracé par la marée, un marteau entouré d'un croissant. Et à côté, Hélène, endormie, vivante, les poignets marqués d'argent. Le matin se leva sur l'île des Brûlés avec une lumière trouble, ni claire ni sombre, comme un jour qui hésitait à naître. Le vent avait disparu et la mer, d'un calme irréel, miroitait sous la brume. Tout semblait figé, comme une peinture encore humide. Hélène ouvrit les yeux. Sa peau collait de sel. Le sable autour d'elle dessinait des cercles, comme si les vagues avaient de tourner longtemps autour de son corps. Elle essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient. Ses poignets, marqués d'un croissant d'argent, lui brûlaient doucement. Jonas la trouva ainsi, assise sur la plage, les mains sur le sable, le regard perdu vers la mer. « Tu es vivante » murmura-t-il. Elle répondit sans le regarder. « Non, pas vraiment. » Les autres s'approchèrent peu à peu. 8 silhouettes silencieuses, hésitant à parler, hésitant même à respirer trop fort. Ils la regardaient comme on regarde un revenant. « Le colonel est mort !» dit Jonas, la voix tremblante. « Oui, répondit Hélène, mais son silence n'est pas le nôtre. » Il la fixa. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'est plus là, Jonas. Mais ce qu'il représentait, ça, c'est encore en nous. » Elle porta sa main à sa poitrine. « Regarde !» Sous la peau, à la naissance du cœur, une pulsation argentée brillait faiblement, comme une braise sous la chair. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ndella, terrifiée. « Ce n'est pas une marque, c'est un souvenir. La mer ne m'a pas reprise, elle m'a rendue différente. » Les jours suivants, Hélène changea. Son pas devint plus lent, sa voix plus basse, presque chuchotée. La nuit, elle se levait pour marcher jusqu'à la mer. On disait qu'elle parlait seule, mais certains jurèrent l'avoir vue répondre à quelqu'un. Jonas tenta de lui interdire de s'approcher du rivage. « Ce n'est plus ton monde, Hélène. Tu dois rester ici. » Elle sourit doucement. « Tu ne comprends pas. Elle m'a laissé pour que je parle. Et je dois écouter d'abord. » Écouter quoi? Le sel. La première nuit où elle resta dehors, le vent se leva à nouveau. Les vagues frappaient la plage, et entre deux grondements, on crut entendre des voix. Pas des cris, des murmures, comme une prière répétée par des milliers de bouches invisibles. Le prix du péché ne se paie qu'une fois. Hélène ferma les yeux. Les voix semblaient venir de partout, du sable, du vent, du battement de son propre cœur. Elle murmura « Alors pourquoi ça continue ?» Une vague plus haute que les autres s'écrasa devant elle. L'écume se répandit autour de ses pieds, formant des symboles étranges, des cercles, des chaînes ouvertes, et au centre, son nom. Le lendemain, Jonas trouva Hélène au bord de la falaise. Elle fixait la mer, les yeux vides. « Ils parlent encore, dit-elle. Qui ? Ceux qui n'ont jamais été nommés, les oubliés du marché. Ils veulent que quelqu'un se souvienne. Tu vas devenir folle. Non,
Je vais devenir leur mémoire. Elle se tourna vers lui. Tu entends? Il secoua la tête. Non, rien. Alors c'est que tu n'as pas été vendu. À partir de ce jour, l'île changea. Le sol se mit à suinter de sel. Les plantes se fanèrent plus vite, mais les sources d'eau douce se multiplièrent. Et la nuit, les reflets de la lune dans l'eau semblaient former des visages féminins, des regards tournés vers Hélène. Les survivants commencèrent à murmurer son nom comme une prière. Non plus Madame ou Hélène, mais la femme du sel. Un soir, Jonas, incapable de supporter cette transformation, prit le marteau que la mère avait laissé. Il le posa devant elle. « Brise le cercle, dit-il. Tu ne peux pas changer ce que tu as accepté. Alors, brise-toi. » Elle le regarda, les yeux pleins de pitié. « Tu crois que je n'ai pas essayé ?» Elle leva le marteau et frappa le sable. Un bruit sourd monta de la terre. Le sol se fendit, libérant un souffle chaud, presque humain. Puis une lumière argentée jaillit, formant une ligne qui allait jusqu'à la mer. L'eau se mit à reculer, comme aspirée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria Jonas. Hélène murmura « Ce que la mer voulait. Elle m'a rendu pour me finir. Si tu ressens, toi aussi, le frisson du sel et du silence, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car sur cette île, le calme est plus dangereux que la tempête. » À l'aube, la mer était revenue. Mais l'île semblait plus petite, comme si elle s'était enfoncée dans l'eau. Et sur la plage, là où Hélène avait frappé, il n'y avait plus de traces. Seulement un cercle d'écume et une odeur de sel trop forte pour être naturelle. La nuit suivante, la mer resta ouverte plus longtemps que d'habitude. Les vagues ne revenaient plus sur le rivage, comme si la marée elle-même retenait son souffle. L'air sentait le cuivre et la pluie. Et au milieu de ce silence suspendu, Hélène se leva. Son corps tremblait, non pas de peur mais d'une fièvre lente, intérieure. Sous sa peau, le sel semblait bouger, comme s'il cherchait à sortir. Chaque pas la faisait craquer, comme une croûte qui se fend. Jonas la regardait de loin, trop effrayée pour s'approcher. Elle marchait vers la mer, et à mesure qu'elle avançait, le sable s'éclairait sous ses pieds. Il cria « Hélène, arrête !» mais sa voix se perdit dans le vent. Elle se retourna, et à la lumière de la lune, Jonas vit que ses yeux n'étaient plus verts, mais d'un blanc pur, comme deux perles de nacre. Elle s'arrêta au bord de l'eau. Le vent soulevait sa robe trempée. La mer docile s'ouvrait devant elle, traçant un couloir liquide jusqu'à l'horizon. Elle leva les bras, le sel tomba de sa peau comme une pluie de cendres. « Tu vois, Jonas ?» Sa voix était plus grave, plus lente. « Elle m'a choisi. » Mais pourquoi faire? Pour raconter ce qu'ils ont voulu effacer. Derrière eux, les autres s'étaient rassemblés, regardant la scène avec horreur et fascination. Nedella pleurait. « Ce n'est plus une femme, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Jonas. « C'est la mer qui marche. » Hélène s'avança d'un pas, et l'eau la recouvrit jusqu'à la taille. Mais elle ne coula pas. Elle restait droite, comme si la mer la portait. Des vagues minuscules venaient s'écraser sur ses bras, la recouvrant d'une pellicule brillante. Puis, lentement, elle leva la main droite vers le ciel. La lune s'y refléta parfaitement, formant un cercle d'argent. Ils ont vendu nos corps, ils ont enterré nos noms, mais le sel nous garde. Un grondement secoua la mer. Les vagues, jusque-là dociles, se mirent à bouillonner. Un nuage d'écume monta du large, remontant la ligne tracée par Hélène jusqu'à la plage. Le vent hurla, emportant les palmiers, les tentes, les outils. Les survivants se jetèrent à terre. Jonas tenta d'avancer, mais une vague se dressa devant lui, haute comme un mur. Et dans la transparence de l'eau, il vit des visages, des centaines, des femmes, des enfants, tous faits de sel et de lumière. Il regardait Hélène avec reconnaissance. Elle, les bras ouverts, semblait leur répondre sans parler. La mer monta encore. Les vagues atteignirent les cabanes. Jonas cria son nom une dernière fois. « Hélène !» Elle se tourna vers lui, un sourire doux, fatigué. « Ne pleure pas,
Je suis enfin là où ils ne peuvent plus nous vendre. » Elle plongea. La mer se referma sur elle. Le calme revint d'un coup. Plus de vent, plus de tonnerre. Seulement la respiration du monde, égale, lente, presque paisible. Jonas resta immobile longtemps. Puis il marcha vers l'eau. À ses pieds, le sable était encore chaud et sous la surface quelque chose brillait. Un collier d'argent, celui d'Hélène. Il le ramassa, et dans la perle centrale, il crut voir un reflet. Son propre visage, mais les yeux d'Hélène. Cette nuit-là, personne ne dormit. La mer s'était retirée si loin qu'on voyait le fond, et, sur le sable humide, les survivants virent apparaître un dessin géant. Une femme, les bras ouverts, le corps fait de lignes de sel. Le lendemain, quand le soleil se leva, le dessin avait disparu. Mais les marées, depuis ce jour-là, ne revinrent plus jamais comme avant. Si tu ressens, toi aussi, que certaines femmes deviennent la mer pour ne plus être esclaves, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car le sel garde les noms que les hommes ont voulu effacer. Des années plus tard, les pêcheurs de Cayenne racontèrent qu'au large, par les nuits sans vent, on voyait parfois une silhouette marcher sur les vagues. Elle ne parlait pas, mais le sel de la mer, ce soir-là, avait le goût des larmes humaines. 1895, 24 ans après la disparition d'Hélène, la mer avait recouvert la moitié de l'île des Brûlés. Ce qu'il en restait n'était plus qu'un îlot de roches noires, entouré d'une eau si salée que même les mouettes s'en détournaient. Mais parfois, au coucher du soleil, les pêcheurs de Cayenne disaient voir un éclat argenté dans les vagues, comme une lumière respirant sous la surface. C'est à cette époque qu'arriva le père Antoine Morel, jeune missionnaire français envoyé en Guyane pour éradiquer les superstitions locales et ramener la vraie foi sur les terres impures du Nouveau Monde. Il avait 28 ans, un visage calme, et cette certitude naïve des hommes qui croient que Dieu les protège. À peine débarqué, on lui parla de l'île du sel, de la femme qui marche dans la mer et du chant qui vient avec la marée. Il rit. Des légendes pour effrayer les enfants. Peut-être, répondit un pêcheur créole, mais les enfants, eux, dorment la nuit. Pas nous. Malgré les mises en garde, le père Morel décida d'y aller. Une mission, un pèlerinage. Il voulait baptiser l'île, poser une croix là où, disait-on, le diable avait régné. Le 12 septembre 1895, il embarqua avec 2 marins. La mer était lisse comme un miroir, mais à mesure qu'ils approchaient, le ciel se couvrit d'un voile gris. Une odeur de sel et de cendre emplissait l'air. Les marins refusèrent d'accoster. « On ne pose pas pied là-bas, mon père. » Il sourit. « Vous croyez aux fantômes ? » ?»« Non, mais eux croient à nous. » Le prêtre descendit seul. Le sable sous ses bottes était chaud comme un métal. Autour de lui, le silence, et pourtant, il sentait une présence. Pas de vent, pas d'oiseau, mais dans le souffle du monde, une attente. Au centre de l'île, il trouva des ruines, quelques pierres, une table fendue et à moitié enfouie dans la terre, un objet rond. Il le dégagea. C'était un marteau de commissaire. Dessus, une gravure presque effacée, l'enchère du péché. Le père Morel fronça les sourcils. Il posa le marteau sur la table et commença à prier. Mais à la 3e phrase, sa voix se brisa. Un bruit, un chuchotement. Il ouvrit les yeux. Autour de lui, le sable bougeait. Il se soulevait, formant des silhouettes humaines, 9 silhouettes, 8 hommes et femmes, et une 9e au centre, Hélène. Elle ne parlait pas, elle le regardait simplement, les yeux pâles comme la lune. Ses cheveux ruisselaient d'eau et sa peau brillait d'un sel luminescent. Dans sa main, le marteau qu'il avait posé, le père Morel recula effrayé. « Au nom du Christ, je vous chasse !» Elle sourit. « Tu ne peux pas chasser ce que ton Église a béni. » Sa voix n'était pas un son. C'était le souffle du vent, le murmure des marées. « Ils m'ont vendu avec 8 âmes, et pour chaque coup de marteau, j'ai bâti un souvenir. Aujourd'hui, c'est ton tour. » Le père tomba à genoux. « Que veux-tu ? Que tu dises leur nom. » Quel nom? Ceux que l'histoire a effacés. Il secoua la tête.
Je ne sais pas. Alors apprends. Elle posa le marteau dans sa main. Il était froid, mais battait comme un cœur. La lumière autour d'eux s'éteignit. Et dans le noir, il entendit des voix, des milliers de voix, des hommes, des femmes, des enfants, tous murmurant les mêmes mots. « Souviens-toi ». Quand la lumière revint, le père Morel était seul. Le marteau gisait sur le sol, brillant d'un éclat argenté. Autour de lui, le sable avait changé de couleur. Il était blanc. Du vrai sel. 3 jours plus tard, les marins revinrent chercher le prêtre. Ils le trouvèrent debout, face à la mer, le regard vide. Sur son front, un croissant d'argent. Dans sa main, le marteau. Il murmura « Le péché n'a pas disparu, il s'est transformé en prière. » À Cayenne, on le prit pour fou. Mais, à partir de ce jour, le sel de la région changea de goût, plus amer, et quand on le chauffait au feu, il brillait d'un éclat bleu. Les gens dirent « C'est le sel de la femme qu'on a vendue ». Et ainsi naquit la légende de l'enchère du péché. Une histoire que les pêcheurs racontaient aux enfants, mais que les prêtres interdisaient dans leurs églises. Une histoire où le commerce des hommes trouva enfin son dernier prix, la mémoire des femmes. Si tu ressens, toi aussi, que certaines fautes ne se rachètent jamais, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car dans les profondeurs de la Guyane, le sel garde encore le nom d'Hélène et chaque vague, en se brisant, répète son dernier souffle. On m'a vendu comme un silence. Je suis revenu comme un écho.